commencer. Bon, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce talk. Donc, ce talk va parler de l'aspect Open API. Alors, c'est peut-être un titre un peu trompeur pour attirer les gens qui pensaient qu'on allait faire de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas Open AI, hein, attention, c'est Open API. Vous avez le temps de vous échapper encore. Hop. Alors, de quoi on va parler? Principalement, ça va être un petit retour d'expérience sur comment je l'ai utilisé dans mon projet. Donc on va voir un petit peu, on va parcourir qu'est-ce que c'est, l'historique, à quoi ça sert, comment on s'en sert chez Air France et comment je m'en suis servi au sein de mon projet, notamment par l'utilisation de différents outils que on va faire la démo tous ensemble. Alors moi je suis Lionel Amalric, je suis tech lead chez Air France. Il y a le petit logo là, we are hiring parce qu'on recrute, hein. On était aussi sponsor de l'événement, donc n'hésitez pas à aller voir les offres d'emploi sur notre site. Je suis aussi coprésident d'un super festival qui s'appelle le Festival Replay. Est-ce que ça parle à des gens? Est-ce qu'il y a des visiteurs? Visiteurs. Donc c'est un festival rétro gaming, mais pas que. On s'oriente aussi pop culture. Et voilà, c'est le 21-22 octobre 2023 à Montsartou. Donc n'hésitez pas à venir. On fait des choses très cool. Et depuis 4 ans, j'ai découvert le vélo taf et je le conseille à tout le monde. C'est pas aussi dur que vous le pensez. Il y a l'association Choisir le vélo qui était là hier, qui vous en prête gratuitement pendant 2 semaines. Donc voilà, faut pas hésiter. Tac, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'Open API? Bon, j'ai essayé de faire un petit peu de choses drôles. Le GIF, c'est juste pour illustrer que à partir de Swagger 2.0, ça a basculé en Open API 3. Mais derrière, c'est le même projet, quoi. C'est exactement le même projet. Si vous avez déjà fait des web services en SOAP, c'est un petit peu l'idée du WSDL et des XSD. Donc ça décrit en fait ce que vous pouvez faire de votre API. Tac. Alors il y a 2 formats pour décrire une API. Il y a soit le format JSON, soit le format YAML. Donc le format YAML est voulu pour être facilement lisible de la part, enfin, pour les humains. Donc on peut facilement savoir quels sont les endpoints utilisés. Donc les endpoints, c'est le pass, hein, de vos API. On peut voir facilement aussi quelles opérations sont permises. Donc c'est tout ce qui est get, post, put, delete. Alors j'espère que vous appréciez le petit picto de légumes parce que je cherchais crude en fait pour faire l'analogie et il m'a sorti ça. Donc je me suis dit, allez, on va le mettre. La description vous permet aussi de préciser les paramètres d'entrée, si c'est des paramètres de chemin dans le pass, si c'est des paramètres de query, donc tout ce qui est à droite du point d'interrogation, ou alors si c'est dans le body. Ça vous permet de décrire du coup la structure de sortie. Alors ça peut être du XML, du JSON, c'est plutôt la norme, ou alors n'importe quel autre texte, ça peut être du plain text éventuellement. Et il y a aussi une notion de schéma de sécurité, mais on ne va pas en parler, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais ça permet de spécifier si la réponse doit être en HTTPS, en OAuth, etc. Mais c'est pas le sujet. Si déjà j'arrive à boucler toutes mes démos dans le temps imparti, ce sera bien. Alors un petit peu d'historique, c'est un projet qui a démarré en 2011, qui était au début créé par la société Reverb Technology, sous le nom de Swagger. Dans la version 1, on n'avait que le format JSON. On avait les débuts de la documentation interactive et on avait les premiers langages implémentés, Java, Python, très peu de langages, il y en avait 4 ou 5. La version 2 est arrivée en 2014 et là le JSON est arrivé et de nouveaux protocoles de description sont arrivés dans les WebSockets, MQTT, etc. Donc on commençait à pouvoir définir encore plus de choses. En 2015, la société SmartBeer, qu'on connaît bien pour posséder SoapUI notamment, a racheté Reverb et elle a offert Swagger à la communauté open source. Donc le projet a été renommé en Open API et il a été offert à la fondation Linux. Et du coup, la version 3, maintenant, elle est 100% Open API et elle a intégré des nouveautés comme les références. Donc on peut
définir des références dans la description de notre API qu'on peut réutiliser si jamais un objet, voilà, on veut le réutiliser dans plusieurs réponses ou le même paramètre dans plusieurs chemins, dans plusieurs API. Donc voilà, pour l'historique. Il y a la version 3.1.0 que moi, personnellement, je n'ai pas utilisée pour mon projet parce que je trouve que l'écosystème autour n'est pas très mature. Donc j'ai préféré rester sur la 3.0.3. Comment ? Non, non. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui le supportent. On pourra en reparler après. Donc, au centre de l'écosystème OpenAPI, on a notre fichier de description. Et pour le produire, il y a deux approches. Donc, il y a la team Code First. Donc, ça va être les gens qui vont implémenter l'API en premier. Et bon, par exemple, en Java, base d'annotation, on va flaguer certaines choses dans notre implémentation. Et tout ça va produire au final la définition. Donc ça, c'est l'approche Code First, notamment avec les outils Swagger Core, Springdoc OpenAPI, par exemple. Et la deuxième team, la team Design First, donc on va commencer par définir notre API. On va écrire directement l'API, donc le cahier des charges de notre API. Et pour ce faire, il y a des outils open source comme Swagger Editor, qui est gratuit. Il y a Swagger Hub, donc ça c'est un outil plutôt d'entreprise. Donc le projet Swagger existe encore. Il y a des outils open source et des outils d'entreprise. Bon, classique. On a le projet aussi Apicurio, qui lui nous permet de produire des spécifications, mais de manière plus visuelle. Donc on écrit zéro code, donc c'est assez pratique. Et alors j'ai noté aussi l'outil OpenAPI Filter que j'ai utilisé moi, on en reparlera tout à l'heure. Donc tout ça, voilà, pour produire la description de notre API. Et en sortie, bon, j'ai symbolisé avec un petit réacteur d'avion, histoire d'être corporate. Donc notre description d'API, on peut en faire plein de choses. Donc on peut générer de la doc en PDF ou de la doc interactive sous forme d'interface. On peut générer les stubs clients ou serveurs avec le OpenAPI Generator Maven plugin. On peut générer des mocks, on peut générer des serveurs de mocks éventuellement. Et on peut faire tout un tas de tests d'automatisation de tests d'API. Alors, je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir le site OpenAPI Tools. Là, vous verrez, il y a vraiment énormément de choses qu'offre du coup votre fichier de description. Tac. Alors chez Air France, j'ai mené ma petite enquête du coup pour voir un petit peu si ce que moi j'avais implémenté dans mon projet était plus ou moins dans les clous. Donc on a ce qu'on appelle nous le SOA Repository, c'est un portfolio en fait qui recense toutes les applis et qui nous permet d'enregistrer toutes nos API pour toutes nos applis. Et dessus, donc quand on définit une nouvelle API pour notre projet, on va uploader notre fichier YAML, par exemple, et on utilise le produit Apicurio pour valider que notre syntaxe est bonne, que ça conforme à certaines règles d'entreprise. On utilise aussi Apicurio pour générer une interface et interroger nos environnements de dev, de recettes et de prod. Ça nous permet de faire des tests assez rapidement pour savoir si le serveur est up et si tout se passe bien. Et on utilise aussi le produit OpenAPI Generator pour générer nos stubs. Donc on déclare notre API, on upload le YAML et ça génère automatiquement un stub qui est envoyé sur notre repository Maven. Donc nous on utilise Nexus. Et du coup les développeurs le renseignent dans leur dépendance Maven et peuvent tout de suite implémenter. Bon, il y a une partie aussi qui part sur notre développeur portal, mais ça c'est plus pour les partenaires, j'ai envie de dire. Et oui, j'ai oublié Apicurio qu'on utilise aussi. Alors on l'a repackagé dans une appli interne, mais ça permet aux gens un peu plus fonctionnels de juste définir l'API sans mettre les mains dans le code. Alors, au sein de mon projet à moi, quel était le contexte? On a un logiciel assez important et assez critique qui part dans le cloud. Il nous propose un certain nombre d'API standards, donc il nous donne le YAML. Nous-mêmes, on a des besoins d'écrire des API spécifiques. On va leur demander des choses, donc il faut bien définir ce qu'on veut. C'est un contrat en quelque sorte.
On a une application cliente à réécrire qui est en legacy total, une très vieille appli. Donc on réécrit toute cette appli-là en Angular et Java Spring Boot et l'équipe de dev est dispo, mais on n'a pas les API. Donc on a juste la description des API standards du progiciel et celle que nous-mêmes on a définie. Et on a besoin de donner à manger à l'équipe de dev. Donc ça c'est le contexte. Alors il y a aussi une facette sensible, j'ai envie de dire. Pour déclarer nos API dans notre SI, c'est une grande entreprise et ça prend du temps. Donc il y a certaines choses à valider, il y a certains tickets à ouvrir, donc pareil, ça prend du temps. On ne peut pas se dire, facilement, on va déclarer l'API, générer le stub et nos devs pourront commencer. Donc là aussi, ça prend du temps, donc on avait des besoins d'être un peu plus réactifs. Du coup, besoin de générer le stub client pour que l'équipe de dev commence à travailler sur le back-end. Et besoin de générer un mock serveur pour qu'elle puisse ensuite commencer à travailler sur le front, pour commencer à attaquer les écrans. Donc pour tout ça, et là ça ne marche pas, donc l'Open API spécification nous vient en aide, c'est magnifique. Donc c'est là où on commence un petit peu les démos. Donc pour commencer à rédiger nos API spécifiques, du moins, pas les API standards que fournit l'éditeur. Donc j'ai utilisé l'outil Swagger Editor. Alors c'est là où je commence à un petit peu mettre les mains dans le cambouis. Alors je vais vous montrer. Tac. Donc ce super outil nous permet d'avoir une vision en temps réel de ce qu'on est en train de rédiger. Là, si par exemple, voilà, je rajoute des choses, hop, on voit tout de suite le résultat. Donc ça nous permet en fait d'explorer facilement et de vérifier que notre API est correcte. Donc là, on voit les paramètres d'entrée par exemple. Alors le pitch de l'API, c'est une API de planning. Donc c'est un agent qui veut récupérer son planning. Un shift, c'est une vacation, c'est une tranche horaire. Et il veut récupérer aussi une liste de tâches. Donc quelque chose d'assez basique. C'est petit là. Voilà, là. Je ne sais pas comment je peux zoomer là-dessus. Je sais. En haut à droite. Ah, CTRL+, ouais. Ça c'est Photoshop, ça, non? Ça marche là? C'est un peu mieux? Ah. Voilà. Donc ça permet de voir le schéma de sortie aussi, de naviguer dans le schéma de sortie. Donc là, on voit, on a une shift, on a notre vacation, start date, end date. On a la liste des tasks, etc. Alors là, du coup, bon, ça met un peu en l'air, ça met un peu en l'air le truc. Mais voilà, c'est assez pratique. Et aussi, il y a de la validation en temps réel, j'ai envie de dire. Si jamais, si on met Toto, par exemple. Toto, Tutu. Non, alors c'est pas Toto, c'est pas Tutu. Si on met quelque chose, voilà, quelque chose qui n'est pas conforme, on a la validation en temps réel. Donc on sait que ce qu'on est en train d'écrire est valide et conforme. Donc c'est assez pratique. Et voilà, une fois qu'on a rédigé, la spec, on peut maintenant générer le PDF. Pareil, on est une grande société, notre éditeur c'est une grande société, on adore les PDF, surtout qu'on communique avec des gens fonctionnels. Donc le but c'est de leur fournir le YAML pour l'équipe de dev et le PDF pour l'équipe un peu plus fonctionnelle. Et pour ce faire, j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle RapidPDF. Donc c'est quelque chose qui tourne sur un serveur. Alors j'ai monté un petit serveur Node, ExpressJS rapidement. Non, là je suis dans le filter. Bougez pas. Non, si, j'y suis. Je suis dedans. Tac. Hop. Donc j'ai juste à spécifier le chemin de mon YAML et ça génère immédiatement. Mon API est hyper basique, j'ai un seul endpoint. Et c'est la représentation PDF en fait de mon YAML avec les descriptions, les paramètres d'entrée, la petite étoile rouge pour dire que c'est mandatory, etc., etc. Donc, très pratique. Tac, hop. Hop. Pas que je me... Non, c'est bon. Alors, deuxième problème qui s'est posé.
Deuxième problème qui s'est posé, le progiciel nous a donné un fichier de description YAML, mais qui contenait tout ça, tous ces endpoints-là. Donc nous, on a demandé à notre SI, est-ce qu'on peut déclarer cette API-là? Et il nous a dit non, on a des règles et on ne veut pas plus de 7 endpoints par API. Donc, comment faire? Du coup, c'est soit on le fait à la mano et on extrait endpoint par endpoint, et on peut se tromper, ou soit on utilise alors moi j'ai utilisé Open API Filter. Donc ça permet soit de filtrer des sous-éléments qui ne nous conviennent pas, ou soit d'extraire une partie. Donc on va faire la démo. Donc je prends l'exemple d'une définition. Alors j'ai un petit peu enrichi les endpoints. On a un endpoint donc pour récupérer les tâches agents, on a un endpoint pour récupérer des vols, on a un endpoint pour récupérer nos shifts, nos vacations, et on veut uniquement récupérer tout ce qui concerne l'agent, les tâches agents. Du coup, j'ai rajouté le petit flag keep. Alors ça, c'est un flag qui est perso, en fait, qui est custom. On va le voir sur la ligne de commande. Hop, voilà. Et du coup, on génère en sortie une version filtrée de notre API où on n'a plus que Task Agent. Donc ça aussi, c'est un petit outil assez pratique pour extraire une sous-partie de notre définition. Là, c'est pareil, c'est petit, non? Ou pas? Je ne sais pas si je peux zoomer là aussi. Ouais, je peux zoomer. Magnifique. Alors si on passe vite fait les paramètres de ce script, hein, c'est un script Node. Le tiré inverse, c'est soit pour filtrer, soit pour extraire. Le tiré-flags, c'est pour remplacer le nom du flag par défaut. C'est un truc x-internal, bon, ça n'a pas trop de sens. Le tiré-info, c'est pour garder la partie métadonnées dans le fichier produit, donc avec la description, la version. Le tiré-valide, c'est pour garder les références. Là, vous avez par exemple, j'ai utilisé des références pour définir mes paramètres. Là, on a shift, date et staff ID, donc le matricule agent. Ou alors en réponse, on a pareil une référence à ma vacation et un tableau de tâches. Donc tout ça dans un document OpenAPI. C'est spécifié dans componente et voilà, schéma pour la sortie. Alors c'est componente paramètre pour les requêtes et componente schéma pour les réponses. Donc là, on a notre objet shift, par exemple, on a notre objet task, et pareil, on va définir tous les champs, les propriétés des champs, etc. Donc le fait de mettre --valide, on conserve uniquement les références pour le endpoint qu'on a sélectionné. Donc c'est assez pratique, ça évite de se tromper. Le strip, c'est pour enlever le flag, hein, parce qu'en entrée, on avait flagué cet endpoint. Donc là, le strip, hop, ça l'enlève dans la sortie. Et après, on met le nom du fichier en entrée et le nom du fichier qu'on veut en sortie. Voilà. C'est assez basique, mais assez pratique. Tac. Et je continue. Alors, on passe maintenant à la partie génération des stubs. Donc là, j'ai utilisé le projet OpenAPI Generator. Alors, il y a différentes manières de le lancer, mais il y a une manière, il y a une version Maven, il y a un plugin Maven qu'on peut intégrer dans un projet Java pour le lancer. Donc, ça génère le modèle de données, ça génère tous les bins Java, ça génère les appels aussi, les classes d'appels, ça package tout ça sous forme de jar. Bon, c'est plutôt Maven qui le fait. Et ça permet de mettre à disposition donc, la dépendance à tous les développeurs. Et là aussi, j'ai une petite démo qui va réussir. Donc, par exemple, voici le POM XML. Donc, on utilise le plugin OpenAPI ici, là, Generator Maven Plugin. Bon, c'est une config assez standard hein, qui est sur la page du projet. On spécifie le YAML qu'on veut générer. Et hop, task, et on compile. Success. Bon, je ne vous fais pas la partie jar, c'est pas très important. C'est assez grand ou pas? Vous me dites, hein. Donc là, on voit dans le modèle,
Voilà, notre objet flight, il est là, il est généré avec ses champs, le numéro de vol, l'airline, les tâches, avec la date de début, date de fin, etc. Et on remarque un petit truc qui est bizarre. L'objet task adjoint get 200 response, en fait, c'est parce que dans la définition de la structure de sortie, hop, il ne sait pas comment nommer, en fait. Il ne sait pas comment nommer l'objet qu'il veut générer. Là, si on regarde, hop, si on regarde la réponse ici, là, on voit qu'on génère un objet avec des properties, mais on ne sait pas comment le nommer. Donc, pour répondre à ça, on peut utiliser l'attribut title dans la définition. Hop, title, ici. Et là, on force en fait le générateur à appeler, à nommer en fait, par exemple, planning, l'objet qui sera produit. Donc si je refais la même manip, alors je vais fermer tout ça, hop, tac, 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 hop. Donc je régénère mon modèle de données avec la version corrigée. Et voilà. Donc là, on a généré l'objet planning, donc qui s'appelle de manière explicite planning. Tac. Voilà. Donc on est content. On génère notre stub. Tout se passe bien. Les développeurs intègrent la dépendance dans leur pom.xml et ils veulent travailler sur le front. Donc comment faire? Donc les API ne seront pas dispo et exposés avant plusieurs semaines. Du coup, cette fois, j'ai utilisé l'outil Specmatic. Donc pareil, c'est sur la liste c'est sur la page de tous les outils OpenAPI. Et à partir d'un fichier de description YAML, ça permet d'exposer tous les endpoints qui sont compris dans cette description. Et ça va générer des réponses aléatoires à chaque fois. Et on aura même possibilité de moquer et d'explicitement spécifier pour tel et tel paramètre en entrée, on veut telle et telle réponse. C'est pareil, c'est assez pratique. On va faire la démo. Tac. Alors, pour ce faire, je lance. Donc le projet, je l'ai récupéré sous forme de jar. C'était plus, voilà, c'est plus facile à lancer. Donc la commande, non, c'est pas la bonne. C'est assez simple, hein. On lance un jar en fait. Hop. Toujours pas. Non, elle est ici. Tac. En fait, juste on lance le jar et on lui donne en paramètre le port qu'on veut et le YAML qui va être chargé en fait et qui va être exposé. Donc si je le lance par exemple, et là on va reboucler avec le Swagger Editor qui va nous permettre d'appeler notre mock. Donc c'est assez cool. Alors attendez, parce que je voulais pas charger la version 5 de mon YAML. Ne bougez pas. Tac. Hop. Donc la version 4. Donc mon stub server tourne. Je peux revenir dans mon Swagger Editor. Alors je vais récupérer par contre la version 4 de mon YAML. Tac. Hop. Ça, je le remplace par ma version 4. Vous voyez que dans la description, on définit aussi les URL. Donc ça permet là en l'occurrence, de taper le localhost. C'est assez pratique. On peut essayer de passer une requête. Donc si je prends par exemple 2023 juillet et on va dire à la date de hier, parce que pour la date du jour j'ai un mock, donc c'est pour ça. Je vais mettre la date de hier, je vais mettre un matricule au hasard, hop, et là ça appelle mon serveur de mock et qu'est-ce qui se passe? Un bon vieux Stack Overflow des familles. C'est un nouveau problème en fait sur lequel je suis tombé. Hop. Et en fait, il s'explique tout simplement parce que dans la définition d'API, il y a une référence récursive. Donc, ouais. Donc on a une tâche qui peut être une tâche de vol, par exemple une tâche d'embarquement. La tâche d'embarquement, elle référence un vol, le vol AF009 par exemple. Mais pour des raisons opérationnelles, ce même avion, en fait, il repart sous un autre numéro de vol. Du coup, dans l'objet flight, on a un champ related flight. Mais pour
essayer de faire bien les choses, on a référencé l'objet flight. Donc du coup, ça fait une référence récursive, et ce projet de mock, enfin le serveur de mock n'aime pas du tout ça. Voilà. Donc j'ai pas encore trouvé, alors peut-être qu'il y aura des gens tout aussi experts et qui pourront m'aiguiller, mais j'ai pas trouvé de manière de limiter la récursivité quand on génère le mock. Du coup, la solution pas trop élégante que j'ai trouvée, c'est de dupliquer l'objet flight, tout bêtement, et j'ai créé l'objet related flight. Comme ça, on a une seule profondeur. Donc maintenant, si je relance mon serveur de mock, donc là, je vais lui spécifier la version 5 de mon API. Tac. Hop. Alors du coup, ça me permet de mettre en évidence aussi un petit truc, c'est que là où est mon fichier de description, si j'ai un répertoire qui s'appelle du même nom de mon YAML underscore data, 3 minutes il me reste, j'ai quasiment fini, c'est cool. Donc si j'ai un répertoire qui s'appelle le même nom du YAML underscore data, je peux y mettre tous mes mocks. Donc par exemple, là j'ai créé un mock basique. Je peux dire qu'en requête, si c'est une méthode get avec ce chemin-là et ces paramètres d'entrée-là, eh bien, en sortie, j'ai un statut HTTP 200 avec cette structure de sortie et que celle-là. Donc c'est cool, ça nous permet de créer plusieurs mocks et de les stocker éventuellement dans un projet Git pour les partager avec les autres. Donc là, si je reviens, alors je vais prendre la version 5 du coup, hop, tac, de mon API. Alors hop, on va clearer, tac. Donc si je l'exécute avec la date du 11, on a toujours une réponse random. Donc cette fois, ça fonctionne, hein, vous voyez. Alors du coup, l'écran est un poil petit. Là, je l'exécute. Vous voyez, à chaque fois, on a un label différent. Donc le serveur de mock, en fait, il va voir le type de données et il va générer une valeur totalement random. Et si je fais l'appel avec les paramètres que j'ai définis dans mon mock, là, par contre, il renverra tout le temps la même valeur. Donc là, voilà, on a une tâche de type embarquement et ça ne bougera pas. Voilà. Donc ça, pareil, on fournit ça aux devs et ils peuvent commencer à implémenter leurs interfaces en Angular. Et ils sont contents. Et le chef de projet aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour 2-3 questions? Ou est-ce que tout a été clair? Ouais, vas-y. Je crois pas l'avoir vu, non. Non. On peut le faire? Ok. Prochaine fois, on fait un talk ensemble. Ok. Ouais, ça pourrait être. C'est vrai? On peut en parler après alors. Ok. Ah, dernière. Merci beaucoup.